Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dimanche 8 avril, nous recevons avec grand plaisir Emmanuel Ratier, journaliste qui dirige Faits et Documents, la lettre d'information bien connue, auteur de plusieurs ouvrages dont il vous parlera également puisqu'il prendra un petit peu de temps pour se présenter. Donc nous avons grand plaisir à 2 semaines de la présidentielle en plus de recevoir celui dont Serge de Beketch disait qu'il était le meilleur connaisseur de la politique française. Alors, je lui laisse la parole pour cette conférence. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Emmanuel Ratier, j'ai 54 ans. Je suis d'ascendance normande et provençale. Je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et du Centre de formation des journalistes. À l'époque, j'étais le seul journaliste. Heureusement, j'ai pas été identifié dès le début. Enfin, j'étais le seul étudiant en journalisme qui soit nettement marqué à droite, puisque tous les autres étudiants étaient soit trotskistes, soit communistes, soit encore il y en avait quelques-uns, soit maoïstes. Euh, j'ai débuté, je dirais, dans la presse classique, et je suis allé en me marginalisant et sans doute en me droitisant à mesure que les espaces de liberté se réduisaient. J'ai commencé au Figaro Magazine, après j'ai travaillé au Spectacle du Monde et à Valeurs Actuelles. J'ai travaillé ensuite à Magazine Hebdo qui a disparu. Ensuite je suis rentré à Minute où je suis devenu rédacteur en chef grandes enquêtes politiques quand j'avais 26 ans. Et puis j'ai donc travaillé à cette époque sous la direction de quelqu'un qui est devenu très connu depuis, qui s'appelait Patrick Buisson. Et celui-ci n'a eu de cesse que de m'éliminer, puisque je correspondais pas à l'orientation que Patrick Buisson voulait faire dans ses tentatives de rassemblement des différentes droites, essentiellement à son profit. Et puis après, je me suis occupé pendant plusieurs années d'une lettre confidentielle qui s'appelait la lettre de Magazine Hebdo, et qui appartenait au même groupe que Le Choc du Mois et une revue qui à l'époque était animée par Dominique Vénère, qui s'appelait Enquête sur l'Histoire. Et déjà à cette époque-là, bon, on en parlera sans doute tout à l'heure, je constituais une grosse documentation sur les questions politiques, sur les groupes de pression, sur les syndicats, sur l'Église en France, parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe à l'étranger, même si c'est quelque chose qui réduit peut-être l'intérêt. Mais s'il y avait que des gens qui faisaient ce que je fais, ils se rendraient compte que on peut pas tout faire en même temps. Et puis donc j'ai été licencié par le propriétaire, juste après avoir publié le premier tome de mon encyclopédie politique française, parce qu'il estimait que je l'avais fait pendant les heures de travail, ce qui était totalement faux. À l'époque, je faisais une journée complète de travail, je dînais, et après je travaillais de 21h à 3h du matin, parce que comme ça pendant 3 ans, 4 ans. Et en même temps, j'ai travaillé pour différents journaux comme pigiste, et puis un jour, je me suis dit, ben, je vais enfin monter une lettre d'information confidentielle où je pourrais écrire ce que j'ai envie d'écrire sans risquer sans avoir de pression. Et donc j'ai monté cette lettre qui s'appelle Fait document. Ce qui explique, le titre explique tout. Je publie des faits et de documents, il n'y a pas d'éditoriaux. J'essaye qu'il y ait le moins de commentaires possible. Il y a évidemment une sélection de l'information. Je prétends pas du tout, évidemment, être objectif ou quoi que ce soit. Ça, c'est une aimable plaisanterie. Et bon, bah, ça fait 17 ans que ça dure. Donc depuis, bah, j'ai publié toute une série d'autres ouvrages sur des sujets qui sont pas du tout abordés par les auteurs ou les médias. Donc j'ai fait un livre sur la franc-maçonnerie juive, j'ai fait un livre sur les milices juives, des dictionnaires des changements de nom, des pseudonymes, un deuxième tome de l'encyclopédie politique, un ouvrage sur la frange gauchiste entre Front National, essentiellement représenté à l'époque par Ralph Fron, un livre sur les chrétiens de gauche, et puis je me suis également intéressé, le livre est paru l'année dernière, sur le Club Le Siècle, qui est pour moi la principale centrale de pouvoir en France, mais je vais pas revenir dessus, sauf si on me pose des questions, puisque c'est un sujet que j'ai amplement abordé dans un certain nombre d'émissions de radio,
que ça soit à Radio Courtoisie ou à Méridien Zéro. Et puis il y a eu un certain nombre de vidéos sur lesquelles je suis passé. Donc actuellement je travaille sur d'autres sujets que j'espère pouvoir sortir, dont un ouvrage sur les provocations, c'est-à-dire les faux attentats, soit antisémites, soit anti-arabes, soit tout ce qu'on voudra, qui sont des manipulations à l'image de ce qu'a été l'affaire de Carpentras ou l'affaire du RERB. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur les manipulations qui sont orchestrées soit par des individus, soit par des groupes, soit même par les services de répression de l'État français. J'anime également une émission de radio toutes les 4 semaines à Radio Courtoisie, le mercredi de 18h à 21h. Ce qui fait que c'est quand même intéressant parce que c'est une radio qui a quand même une audience quand même très importante. C'est sans doute le principal média dans lequel peuvent s'exprimer quand même si c'est quand même assez conformiste, un certain nombre d'idées un peu inhabituelles ou anticonformistes ou non politiquement correctes. Donc j'ai été, je crois, le seul à inviter, ou un des très rares à inviter par exemple Alain Soral, mais par exemple que j'ai invité un certain nombre d'auteurs qui avaient écrit sur le 11 septembre. Ça m'a permis d'ailleurs, c'est un aparté, ça m'a permis de me faire un ami de Thierry Messant, qui pendant plusieurs années avait été un adversaire, lui me prenant pour un de ses adversaires et moi le prenant pour un adversaire. Et puis finalement on s'est rendu compte qu'on avait, lui évoluant et moi aussi évoluant, on s'est rendu compte qu'en fait on avait des ennemis communs. Voilà, donc c'est un travail harassant, c'est un travail de documentation. Je répondrai aux questions si on m'en pose sur ce travail qui est un travail. Vous voyez, là on est le soir de Pâques, mais je travaille, j'ai travaillé hier et je travaillerai demain. C'est-à-dire que mon travail ne s'arrête pas. Il ne faut jamais partir en vacances, c'est-à-dire que si je pars en vacances, je me retrouve avec 3 mètres cubes de journaux à découper, 4 ou 5 000 mails à regarder, des recherches à effectuer, parce que je ne peux pas avoir de trous dans ma documentation. Donc c'est un gros problème, parce que c'est un travail que j'effectue seul, et pour le moment j'ai jamais trouvé quelqu'un prêt à m'épauler, ou prêt à prendre une partie du travail, et j'ai jamais trouvé d'organisation non plus qui soit intéressée par ce genre de choses, alors que je crois que la base de tout travail politique sérieux repose sur une véritable information, une véritable recherche des sources, pas se contenter de sources secondaires, pas se contenter de recopier les notices comme Wikipédia, et aller beaucoup plus loin dans la véritable recherche de l'information, ce qui suppose un gros travail et des méthodes de recherche très strictes. Et en cela, bon, Internet, on en parlera peut-être tout à l'heure, peut présenter un intérêt, mais on ne trouve sur Internet que si on est capable de chercher. On est jeté dans une bibliothèque sans gardien, et si on ne sait pas chercher, on ne trouvera strictement rien. On trouvera des informations qui sont fausses. Alors je crois que c'est pas la peine que je parle trop longuement, parce que je suis pas très doué pour les monologues. Et donc je vais répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Très bien, alors merci beaucoup Emmanuel Ratier pour cette introduction dont je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, qui ne connaîtraient pas bien la plateforme. Pour la partie questions, donc vous transmettez vos questions. Si vous avez, si vous souhaitez soit prendre la parole au micro, soit si vous souhaitez que votre question soit relayée par l'un d'entre nous, vous transmettez la question soit à Anthony, à Simon ou à moi-même, et on tâchera de relayer. Alors moi, j'aurais une première question, c'est bon, d'abord vous avez parlé du lien avec Thierry Messant. On peut envoyer les auditeurs à l'émission de Radio Courtoisie du 12 septembre 2001 où Emmanuel Ratier parle déjà enfin remet déjà en cause de façon déjà très sérieuse la version officielle. Mais moi j'avais une première question sur, parce que vous n'avez pas parlé dans votre introduction du lien avec Henri Coston, donc c'est semble-t-il un de ceux qui vous ont formé à ce métier. Alors Henri Cosson, c'était
un monsieur que j'admirais beaucoup, c'était un ami. Ça a été d'ailleurs mon témoin de mariage. Euh, En fait, moi j'habitais en Normandie, je venais rarement à Paris, donc c'est un monsieur que j'allais voir. Mais je l'ai vu déjà assez tardivement, il n'a pas du tout décidé de ma vocation et je peux pas dire qu'il m'ait formé en quoi que ce soit. Je dirais que ça a été plutôt une aide morale, il m'a peut-être poussé à aller dans un certain nombre de directions. Euh, Henri Gaston est quelqu'un qui n'a pas connu l'ordinateur, ce qui est tout à fait dommage. Et je pense qu'il a réalisé un travail absolument extraordinaire de recherche sur les lobbies, les influences des sociétés secrètes, des groupes en France. Ça a été pendant très très longtemps, là, on peut dire, la mémoire de la vie politique française et en tout cas la mémoire du nationalisme français. Et bien qu'il n'ait pas eu d'ordinateur ou de système de stockage comme on en a aujourd'hui, il a publié plusieurs centaines d'ouvrages, on ne le sait pas parce qu'on connaît que quelques classiques, mais il a publié énormément de brochures, des grosses brochures, il a publié plusieurs revues, il a fondé Lecture Française, il avait fondé également la Librairie Française, il a été éditeur et c'est un homme que j'admire beaucoup pour le sérieux de son travail. Et on peut dire que dans les années, des années 40 aux années 60 ou aux années 70, il y a eu un certain nombre de gens comme ça qui savaient ce que c'était que de travailler, qui savaient ce que c'était que de faire de la documentation. Et aujourd'hui, peu de gens font ça pensant qu'on trouve tout sur Internet. Et en réalité, la quasi-totalité des informations sur Internet disparaissent très vite. La durée de vie moyenne d'une information sur Internet est de 3 semaines. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu l'affaire du 11 septembre dont vous parliez, avec un certain nombre d'amis, nous avons fait 26 CD-ROM de documentation à ce moment-là. Et on peut dire que c'était de l'information brute qui sortait à ce moment-là, ce que disait le Pentagone, les journaux américains, etc. Et de ces 26 ou 27 CD-ROM qu'on a fait, je pense qu'il n'y en a même pas 100 millions d'octets qui existent encore aujourd'hui sur Internet. Alors si quelqu'un veut faire un travail sérieux sur Internet, il faut consulter ces CD-ROM, et donc il fallait les stocker à l'époque, ce que ne font pas les gens en croyant que l'information qui est sur Internet va durer. L'information sur Internet dure moins longtemps que la durée de vie d'un journal. D'accord, merci de la réponse. Alors, vous disiez à l'instant que vous ne pouviez pas trop vous intéresser aux affaires internationales puisque vous avez beaucoup à faire avec l'actualité française nationale. Et pourtant, vous vous êtes intéressé après 11 septembre. Alors, est-ce que, enfin, aujourd'hui, quelle est selon vous enfin, la tendance? Est-ce qu'on se dirige vers un écroulement de la thèse officielle ou vers une reconnaissance par la masse de travaux comme les vôtres et ceux de Thierry Messant? Alors, je crois que le 11 septembre, on a une vision totalement occidentalisée de la chose. Je crois qu'il y a une majorité des gens dans le monde qui ne croient pas à la thèse officielle des États-Unis. Les gens qui croient à la thèse officielle du Pentagone et de la Maison Blanche, alors dirigée par George Bush Jr., c'est sans doute à peu près la moitié ou 60% des Américains et peut-être la moitié de l'opinion européenne. Mais ça veut dire qu'il y a déjà la moitié des gens en Europe qui n'y croient pas, la moitié des gens aux États-Unis qui n'y croient pas, et une large majorité dans les autres pays du monde, en particulier dans le monde musulman, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, ou enfin, dans l'ex-Union soviétique, où les gens ne croient pas absolument pas à cette thèse euh, qui est vraiment une vaste, c'est la plus grande manipulation du début du 21e siècle. On peut dire que le 21e siècle, il a pas commencé, il a commencé en fait le 11 septembre 2001 avec une opération qui a été menée de main de maître par les États-Unis pour créer un ennemi qui n'existait pas afin de remplacer l'Union soviétique qui lui servait d'ennemi principal pour pouvoir associer un certain nombre de pays pour financer son armement, décider des campagnes de l'OTAN, etc. Et ensuite, ben, on a créé le terrorisme islamique pour pouvoir se débarrasser de tous les pays qui pouvaient gêner les ambitions impériales ou en tout cas impérialistes des États-Unis.
Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions qui nous viennent par rapport à l'actualité. Alors, par exemple, quel est votre avis sur la politique française actuelle? Parce que c'est logique que ces questions reviennent à 2 semaines de la présidentielle. On vous demande souvent, par exemple, quel est votre avis quelle est votre lecture de la tuerie de Toulouse? Alors j'en ai parlé la semaine dernière justement à Radio Courtoisie. Euh, S'il n'y a pas eu manipulation dès le départ, c'est-à-dire que c'est un épisode qui a été entièrement manipulé par les différents services de renseignement en France, c'est en tout cas une opération qui a été exploitée médiatiquement, très médiatiquement, et qui a été manipulée extrêmement vite. Je crois qu'il faut quand même se méfier d'un certain nombre d'informations. On a vu, il y a eu un certain nombre de vidéos qui ont été faites, ou par exemple qui citent la vie d'un, je sais pas, du vice-premier ministre chinois, en disant qu'il croyait pas, qu'il pensait que c'était une manipulation. Cette déclaration d'un mini chinois n'a jamais existé. Il y a toute une série d'éléments comme ça qui montrent qu'il faut quand même se méfier. Les informations peuvent être contradictoires. Ça veut dire que les deux informations sont fausses ou que il peut y en avoir une qui est exacte et une qui soit fausse. Bon. Ce qui est évident dans cette affaire, c'est que j'ai été, je crois vraiment je me suis pas exprimé, mais avec le petit cercle d'amis avec lequel je corresponds pratiquement en permanence, c'est une espèce de libre team speak si on veut. Euh, Au bout d'une demi-heure, c'était un peu comme pour le 11 septembre, on s'est dit que cette affaire tenait absolument pas debout, et il m'est apparu évident que la décennie avait quelque chose à cacher en l'affaire, et on a fini par le comprendre au bout d'un certain temps, même si Bernard Squarcini ne l'a toujours pas entièrement avoué, c'est-à-dire que la décennie a tenté de manipuler Mohamed Merah, d'en faire un informateur, ce qui explique que les écoutes étaient arrêtées sur lui, ce qui explique qu'il ait pu pénétrer en Israël, ce qui explique qu'il ait pu effectuer, alors qu'il avait, c'est un jeune homme qui avait 24 ans, donc il avait fait déjà des voyages en Jordanie, en Turquie, en Égypte, au Tadjikistan, au Pakistan, en Afghanistan, dans toutes sortes de perdis. Bon, je connais pratiquement personne qui, n'ayant pas une profession bien définie, ayant un travail, etc., puisse se permettre de voyager comme ça dans le monde. Donc c'est évident qu'il y a des éléments qui tiennent absolument pas la route dans ce dossier. La manière dont le RAID est intervenu, Yves Bonnet l'a dit, l'ancien patron de la DST l'a dit, l'ancien patron du GIGN l'a dit, on met pas 32 heures et avec 300 officiers de police pour maîtriser un mercenaire, excusez-moi, un forcené, qui en même temps réussit à traverser la pièce alors qu'il doit y avoir 50 policiers du raid qui théoriquement sont des tireurs d'élite à l'intérieur d'un petit appartement qui fait 35 ou 40 mètres carrés et que la personne pratiquement arrive à s'échapper sur un balcon où on nous explique qu'il s'est jeté par la fenêtre, mais sur les photos de Paris Match, on voit qu'il y avait déjà au moins trois policiers du raid qui étaient là. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui sont faux, qui tiennent pas debout, c'est totalement incohérent. Mais ce qui est absolument évident, c'est que ça a été exploité politiquement, et moi je crois que ça va avoir une grande influence, sinon dans le vote du 22 avril, au moins dans l'avenir, parce que il y a un effet traumatisant de cette affaire qui a été voulu. C'est une affaire qui a été entièrement médiatisée d'une manière absolument incroyable. Euh, et ça va avoir des conséquences pour moi, dans l'inconscient collectif des Français. Oui, merci de la réponse. Et à ce titre, on peut envoyer les gens au livre que vous avez écrit, enfin vous présentez du moins, Les guerriers d'Israël, où justement où il est question d'attaques à la fois de milliers juifs, mais des attaques aussi sur des personnalités juives, leur médiatisation, leur interprétation, les caricatures qui sont faites, le fait que l'on crie systématiquement au nazisme, au retour du nazisme. Effectivement, c'est intéressant. Alors, puisque Et ce qui j'évoquais est, ce livre, oui. ce qui est vrai, enfin, ce qui est évident dans cette affaire, c'est que la mort l'assassinat de parachutistes
À Montauban n'a pas posé de problème, quand l'affaire a véritablement éclaté, quand il y a eu une attaque auprès d'une école juive orthodoxe. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que c'était une école plutôt antisioniste, même si les personnes ont été enterrées en Israël, et qu'ils faisaient partie des juifs orthodoxes qui sont pour Israël comme État religieux et qui s'opposent à Israël comme État laïque, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et l'affaire a démarré, on voit même une intervention du Vatican disant que c'est un scandale, alors que personne jusque-là s'était tellement intéressé au dossier. Moi j'ai l'impression d'une affaire qui a complètement râpé, euh, et que la police a été incapable de maîtriser et a laissé un peu agir exactement comme je pense que pour l'affaire du 11 septembre, on a laissé agir un certain nombre de gens qui auraient parfaitement pu être interpellés et qu'on a rajouté un peu la sauce au Pentagone en envoyant un missile et pas du tout un avion. Pour être très clair, pour répondre sur cette question. Merci beaucoup. Alors, avant d'en venir à l'actualité, notamment liée à la présidentielle, ce que demandent beaucoup d'auditeurs, parce que je faisais allusion tout à l'heure au livre Les guerriers d'Israël que vous avez écrit, donc je voulais savoir comment l'agression par la LDJ de Jacob Cohen. Alors, Jacob Cohen, bon, j'ai lu ses ouvrages. Bon, c'est un juif antisioniste qui dévoile un certain nombre de secrets des techniques du Mossad, notamment sur le CATSA, c'est-à-dire les agents subalternes implantés dans les différents pays où peut se trouver la communauté juive. Et c'est un livre qui est très franc et qui lève quand même, qui révèle un certain nombre de choses. Je pense que les Israéliens ne souhaite pas du tout être connu. Donc je dois dire que je suis même un peu étonné à la limite que il n'ait pas passé à tabac, parce que son livre est très très gênant pour est très gênant pour le système de fonctionnement en fait du Mossad essentiellement, parce que c'est pas le Shin Bet qui est mis en cause, là c'est le Mossad avec les correspondants qui se trouvent à l'intérieur de chaque communauté juive dans tous les pays du monde. Oui, merci de votre réponse. Alors justement, Alain Soral, par exemple, a parlé récemment d'une nouvelle stratégie de ces milices juives dont vous avez parlé en détail. Et Alain Soral estime qu'il y a une nouvelle stratégie maintenant donc de la LDJ par exemple d'afficher des drapeaux français, de se réclamer du nationalisme français, et en même temps, la LDJ serait moins violente qu'auparavant et ne passerait pas à tabac les gens, mais qu'ils prennent pour cible, mais leur jetterait de la farine, par exemple, les entarterait, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous voyez une nouvelle stratégie poindre, puisque justement dans cet ouvrage dont je parlais, Les guerriers d'Israël, vous avez parlé des stratégies, des changements de stratégie de ces milices. Merci. Ce qui est simple, c'est qu'en France, le mouvement qui était le plus important, enfin le seul mouvement véritable constitué en tant que tel, c'était le Bétard. Et le Bétard a pratiquement disparu en France, notamment parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui ont fait leur alia, c'est-à-dire l'émigration vers Israël, je dirais pas le retour. Et puis, c'est substitué au bout d'un certain nombre d'années la Ligue de défense juive, qui est une organisation on a dit kahaniste, quoi, c'est-à-dire une organisation raciste juive qui a longtemps été interdite en Israël, qui était considérée comme un danger aux États-Unis et qui prospère d'une manière absolument sidérante en France. Je crois que c'est un peu tôt de dire qu'il y a un changement de stratégie. Ce qui est évident, c'est que depuis un certain nombre d'années, je dirais que c'est depuis peut-être 8 ou 10 ans, euh, un certain nombre de gens, de responsables de la communauté juive, qui se situent dans les milieux d'extrême droite juive ou des milieux ultrasionistes, ont décidé de faire la danse du ventre vis-à-vis des nationalistes, d'une partie des nationalistes français qui seraient d'accord pour passer une espèce d'accord tacite
en choisissant un ennemi commun qui serait l'islam et les musulmans, voire les arabes qui sont présents en France, mais on voit bien ça dans les autres pays européens où il y a toute une série de partis populistes, de partis anti-immigrationnistes, de partis... c'est assez compliqué, on peut nationalistes, d'extrême droite, etc. On voit ça en Grande-Bretagne, on voit ça en Hollande, on a vu ça en Italie. Euh, Au nom d'un supposé ennemi commun, il faudrait créer une alliance, alors que on sait parfaitement que l'intégralité des lois antiracistes, enfin qui empêchent la liberté d'expression sur toute une série de sujets en France, ont été votées à l'initiative. Je pense pas du tout que ça soit de la communauté immigrée arabe ou musulmane en France, mais ça a été voté par des politiciens qui se reconnaissaient dans le judaïsme ou dans le sionisme. Donc c'est une technique de manipulation classique. Ce qui me sidère toujours, c'est que c'est une technique qui continue à marcher auprès d'un certain nombre de personnes, voire de groupements, même en France. Et c'est vraiment tout à fait dommageable parce que c'est vraiment un peu le degré zéro de la réflexion en disant parce qu'on aurait un ennemi commun, il faudrait s'allier et c'est une vision totalement réductionniste. Bonsoir Monsieur Ratier, donc merci pour votre réponse. Je relais à présent la question d'un auditeur, Shibuya, qui va nous faire la transition pour parler un petit peu des présidentielles. Question très générale. Est-ce que vous pensez que le président de la République a du pouvoir? Alors, je pense que Nicolas Sarkozy a beaucoup de pouvoir. La France avec la constitution de la Ve République, est un pays où le président de la République a beaucoup de pouvoir. En tout cas en France. Et c'est une espèce de vieux retour. Ça a été une constitution qui était voulue par le général de Gaulle. Et c'est une espèce il y a des relents monarchistes à l'intérieur de du système présidentiel français qui a été donc réel avec Charles de Gaulle, s'est amplifié avec Valéry Giscard d'Estaing, qui a été très très net avec François Mitterrand, peut-être un peu moins avec Jacques Chirac, mais qui a trouvé, on pourrait dire, son épanouissement total avec Nicolas Sarkozy, qui a joué à la fois le rôle de président de la République et le rôle de Premier ministre en même temps, et il s'est pas gêné pour le dire que de toute façon, euh, François Fillon n'avait strictement aucun pouvoir, et tout le monde sait que, par exemple, enfin, je vais vous donner juste un exemple, quand François Baroin s'est roulé par terre, et il semble qu'il se soit réellement roulé par terre, pour devenir ministre des Finances, alors que ça aurait dû être Bruno Le Maire qui aurait dû devenir ministre des Finances, ne serait-ce que parce que Bruno Le Maire parle absolument couramment allemand, et en cette période de crise financière et économique, il est évident que le partenaire avec lequel il faut négocier, c'est l'Allemagne, et donc c'est plus simple quand on a un ministre des Finances qui parle couramment l'allemand pour discuter avec le ministre des Finances allemand ou avec Angela Merkel. Bon, eh bien, il y a un personnage assez important qui est le conseiller économique de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Xavier Muscat, et on sait par des fuites qui ont eu lieu qu'il lui a dit, mais de toute façon, Xavier, c'est toi qui as le pouvoir, c'est absolument pas François Baroin. Et François Fillon n'a aucun pouvoir, on le voit parfaitement avec le double jeu de Nicolas Sarkozy avec Rachida Dati. Rachida Dati se présente en dissidente de l'UMP aux élections législatives à Paris, alors qu'elle est déjà députée européen, maire de son arrondissement, et que en réalité elle représente plus rien. Eh bien, François Fillon n'est pas soutenu ni par l'UMP ni par Nicolas Sarkozy. Et bien pis, Rachida Dati est invitée régulièrement dans les meetings, dans les réunions électorales de Nicolas Sarkozy, alors que c'est pas le cas de François Fillon. Donc on se rend compte que les pouvoirs sont concentrés dans les mains de Nicolas Sarkozy en France. Sa marge de manœuvre à l'étranger est beaucoup plus étroite.
Ne serait-ce que parce que, comme on le dit toujours, et ce qui est exact, c'est que 95% des lois qui sont votées en France sont en fait la transcription à la française des décisions qui ont été prises par la Commission européenne, bien plus que par le Parlement européen. Et donc, Nicolas Sarkozy a quelques avantages, notamment parce qu'il est très ami avec André Lacharrière, qui est un milliardaire français qui possède Fichte, qui est Fitch, qui est la troisième agence de notation mondiale. Donc il a un certain nombre de points très français en l'affaire. Il entretient d'assez bonnes relations avec un certain nombre de chefs d'État étrangers. Mais il est évident que il aurait préféré, par exemple, garder le triple A de la France, qu'il a été incapable de le conserver, alors que ça a été tout son élément de pré-campagne, en disant avec François Hollande, on perdra le triple A. Et ben, la finance internationale en a décidé autrement. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, en tout cas au niveau international, Nicolas Sarkozy avait peu de pouvoir. Mais en France, Nicolas Sarkozy a un pouvoir absolument colossal. Je donnerai juste un élément qui est assez confidentiel, que j'ai appris par un certain nombre de gens que je connais, c'est que c'est le président de la République qui aura utilisé le plus le droit de tuer. C'est-à-dire que les services secrets ont le droit d'éliminer un certain nombre d'ennemis, de personnes qui sont considérées comme des ennemis de la France à l'étranger, par exemple je sais pas, par exemple des responsables islamistes qui se trouvent en Afghanistan, juste un exemple. Et donc Nicolas Sarkozy a été le président de la République qui a le plus donné d'autorisation pour tuer un certain nombre de personnes considérées comme des ennemis de la France. Donc on se rend compte qu'il a quand même un pouvoir de vie et de mort sur un certain nombre de gens. Merci de votre réponse. Alors, pour revenir au présidentiel, déjà on peut souligner qu'il y a de longues semaines, vous aviez souligné que Mélenchon était probablement sous-estimé dans les sondages et qu'il était en réalité bien plus haut. Donc là, les récents sondages, du moins ceux qui sont mis en avant, vont dans le sens de votre analyse un peu prophétique. Et donc un auditeur demande, est-ce que enfin, comment expliquez-vous l'acharnement qu'a Mélenchon à attaquer Marine Le Pen et estimez-vous qu'il s'agit, enfin, à qui profite selon vous ces attaques répétées de Mélenchon envers Marine Le Pen? Alors, c'est un peu difficile. Mélenchon, si vous voulez, euh, je dirais que dans une campagne électorale, ce qui est important, c'est pas nécessairement la personne qui est en tête. Ce qui est important dans une campagne électorale, c'est d'être le pivot, c'est-à-dire d'être celui par rapport auquel les autres candidats vont se positionner. En janvier 2012, par exemple, le pivot de la campagne électorale, en tout cas à droite, c'était Marine Le Pen. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait peur de pas qu'elle arrive devant lui et qu'il soit pas présent au second tour. La donne a changé pour un certain nombre de raisons, notamment parce que la France, et largement grâce au soutien de l'Allemagne, a réussi pour le moment à faire oublier la crise financière et économique. Il faut comprendre que la crise économique et financière est le grand absent de cette campagne électorale et qu'il va y avoir un troisième ou un quatrième tour. Je dirais que le troisième tour, ça va être les législatives et le quatrième tour, ça va être à la rentrée de septembre où il est possible que la note de la France soit encore dégradée et pas simplement avec un double A moins ou voire tombe en A, ce qui est tout à fait possible, qu'il y ait eu une augmentation, un développement de l'inflation, qu'il y ait une très forte augmentation du chômage, une chute de la production manufacturière encore plus poussée qu'aujourd'hui, en particulier dans l'industrie automobile, et tout ça, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'en parle, et Mélenchon en parle encore moins, parce que pour lui, c'est avec un trait de plume, je signe et il n'y a plus de problème. Mais Mélenchon a réussi, en tout cas à gauche, peut-être même dans l'ensemble sur l'échiquier politique, à se positionner comme le pivot. Le pivot, en tout cas à gauche, n'est absolument pas François Hollande, qui fait une non-campagne électorale. Et donc, on pourrait dire que Mélenchon, maintenant, en dehors des questions d'immigration, incarne ce que Jean-Marie Le Pen a incarné pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire le côté populiste gueulard, oppositionnel, anti-système.
Je ne sais pas si ça se traduira dans les urnes pour Mélenchon avec par exemple plus de 15% des voix, mais ce qui est évident, c'est qu'il réunit des foules importantes dans ces réunions, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Lille. Il réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes et il semble que en fait ça soit lui qui réunisse le plus de monde dans les meetings et dans la rue, bien plus que Nicolas Sarkozy qui est obligé de faire venir des gens de toute la France dans des autocars pour pouvoir avoir des salles à peu près pleines. Et je pense que Mélenchon, pas nécessairement, mais je pense que va certainement faire un bon score et il va peser énormément pour la suite des événements, c'est-à-dire le second tour de l'élection présidentielle et surtout les législatives où il va y avoir nécessairement une remise en cause des accords qui ont été passés avec les Verts, puisque Eva Joly est totalement inexistante et va flirter avec le 1 ou 1,5% des voix. Donc je pense que Mélenchon, effectivement, est en train de monter, même si Marine Le Pen est moins basse qu'on ne le dit. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les médias d'État, enfin d'État ou pas d'État, c'est-à-dire les médias, la quasi-totalité des médias, qui en réalité sont soit contrôlés directement par l'Élysée, soit qui appartiennent à des obligés de l'Élysée, font tout pour mettre Jean-Luc Mélenchon en avant de manière à affaiblir François Hollande et qu'il ait une véritable épine dans le pied pour le second tour et qu'il apparaisse un peu comme l'otage de Mélenchon de manière à ce qu'il y ait un certain nombre de modérés, en tout cas qui votaient pour Bayrou, qui ne se reportent pas au second tour vers vers François Hollande, mais se reportent au contraire vers Nicolas Sarkozy. Donc je pense qu'effectivement Mélenchon est sans doute le pivot actuel de la campagne électorale, même si ça ne se traduira pas nécessairement par un très fort vote pour lui. Je pense qu'il va avoir un très fort vote, notamment des enseignants, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il ait un fort vote des ouvriers, qui à mon avis reste très largement acquis à Marine Le Pen. Très bien, bah, merci pour la réponse. Donc, justement, on va parler un petit peu de Marine Le Pen avec Louis, un auditeur, qui vous pose cette question. Je la lis. Bonjour Emmanuel Ratier, les sondages indiquent que Marine Le Pen serait entre 13 et 15%. Il y a de nombreux mois, vous affirmiez sur Radio Courtoisie qu'elle était à un peu plus de 20% dans un mouchoir de poche avec Sarkozy. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Est-elle toujours à 20%? Et moi-même, je rajouterais à cette question que j'ai entendu une très intéressante analyse de votre part, où vous expliquiez que les sondages, en fait, relevaient Sarkozy davantage qu'ils relevaient les pourcentages de Marine Le Pen. Donc j'aimerais savoir si ça aussi, c'était toujours vrai dans les sondages actuels. Voilà, je vous remercie. Alors, oui, effectivement, en janvier, Marine Le Pen était sans doute à 21-22%. Nicolas Sarkozy n'était pas encore un candidat déclaré. Donc elle n'avait pas une véritable opposition. On était dans un moment où Marine Le Pen se positionnait. C'est un choix qu'elle a effectué, à la différence de son père, qui, on pouvait dire, était sur un certain nombre de fondamentaux, et essentiellement des fondamentaux politiques. Elle a choisi, depuis l'origine, un positionnement risqué, qui est un positionnement économique. Euh, L'économie ne fait pas rêver les gens. Or, une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme, une personne et la population, enfin les électeurs d'un pays. L'économie n'est pas du tout quelque chose qui fait rêver. Mais à l'époque, on pouvait considérer que la Grèce risquait de sortir de l'euro et la zone euro, et qu'il pouvait y avoir effectivement un éclatement de l'euro. Tout a été fait, donc je dirais depuis, pour calmer le jeu. À mon avis, ça va réexploser juste après l'élection présidentielle ou juste après les législatives. Mais je dirais qu'en janvier, Marine Le Pen était sans doute, pour moi, était au-dessus de Nicolas Sarkozy, légèrement. C'est-à-dire qu'à mon avis, Nicolas Sarkozy était à 20% et Marine Le Pen était à 22%. Bon, Nicolas Sarkozy a d'une part les médias d'État avec lui, a une très large majorité des journalistes, même si les journalistes sont de gauche ou d'extrême gauche, par des techniques que je ne vais pas développer ici, mais ne serait-ce que pas, il suffit d'avoir le rédacteur en chef qui choisit des sujets pour que ce sujet passe et pas un autre.
Donc, Marine Le Pen, d'une part, s'est embarquée dans l'économie, ce qui, à mon avis, c'est un pari risqué. Nicolas Sarkozy est un mauvais président, mais c'est un homme politique excellent. Enfin, en tout cas, dans une démocratie, c'est une bête de scène, c'est un bon client, et ça a toujours été un très bon candidat. Un peu comme Jacques Chirac, qui était capable de serrer 10 000 mains pour gagner quelques pourcents, il le faisait. Si vous voulez, on se dit que il suffit de regarder. Nicolas Sarkozy est bon dans un meeting. Quand on voit François Hollande, on a envie de dormir. Il est mauvais, il sait pas s'exprimer. C'est une bête de scène. C'est un acteur. Et François Hollande, enfin, je veux dire, souvent, par exemple, Nicolas Sarkozy, on le prend pour la caricature de Funès, mais François Hollande, il est la caricature de personne, il est la caricature de lui-même. Les seuls titres, vous savez, c'est le conducteur du pédalo, Flamby, Guimauve le conquérant, parce qu'il y a quelque chose qui est pas du tout brillant. Donc Nicolas Sarkozy, c'était assez normal qu'il puisse prospérer. Il y a eu l'affaire de Toulouse qui a sans doute également joué. Et puis il y a un phénomène qui est important, qui est le phénomène des sondeurs. Alors les sondeurs, c'est un phénomène qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à force de dire que Nicolas Sarkozy est élevé et haut, on va finir par croire que Sarkozy est haut et très haut et que ou que par exemple François Hollande est très haut, même si c'est pas la réalité, et les électeurs finalement vont s'auto-intoxiquer par le biais des médias, ce qui fait que finalement ils vont relativement voter comme avaient dit les médias. Je dirais que les phénomènes de redressement sont très particuliers. Quand vous discutez avec des sondeurs, ça m'arrive d'en rencontrer, les sondeurs disent, euh, ils se réfèrent toujours par rapport aux élections précédentes. Et dans les questions qu'ils posent, ils disent toujours, est-ce que en gros, ils le disent pas directement, ils disent pour qui vous allez voter, ils posent un certain nombre de questions, et ensuite ils disent pour qui avez-vous voté précédemment. Et donc, ils se sont retrouvés avec des gens qui avaient honte de dire qu'ils avaient voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, en tout cas au second tour. Et donc, ils se sont dit, puisque les gens dissimulent, on fait un redressement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on prend les catégories socio-professionnelles, on prend les tranches d'âge, etc. Mais enfin bon, c'est une espèce de salade, mais quand même assez sérieuse, et donc on redresse. Le problème, c'est de se dire que parce que les gens ont menti en ayant honte de dire qu'ils avaient voté pour 2007, on va quand même redresser le score de Nicolas Sarkozy. Et dans le même temps, il disait que le vote pour Marine Le Pen était surestimé parce que maintenant, il y avait plus de gens qui disaient qu'ils avaient voté pour Jean-Marie Le Pen en 2007 qu'ils n'en avaient eu en réalité. Un des gros problèmes, c'est que, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mon bulletin fait document ou à Radio Courtoisie, le vote Marine Le Pen n'est absolument pas le vote dont bénéficiait Jean-Marie Le Pen. Le vote de Marine Le Pen, c'est un vote jeune, ce qui était quand même en partie le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est un vote d'actifs, beaucoup plus que Jean-Marie Le Pen, et c'est un vote de femmes. Jean-Marie Le Pen avait un très gros handicap, il avait à peu près 7 hommes et 3 femmes. Quand il y avait 10 personnes qui votaient pour lui, il y avait 7 hommes et 3 femmes. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 hommes et 5 femmes. Elle est revenue dans la moyenne de la France. Donc elle a un vote qui est assez différent. La base de son électorat, structurellement, est assez différent de l'électorat classique du Front National. On le voit bien, par exemple, dans les nouveaux adhérents du Front National. La plupart des gens qui arrivent au Front National ne sont pas des gens qui ont milité précédemment pour le Front National, ont été membres du Front National ou du MNR ou d'autres mouvements de ce type. Ce sont des personnes qui arrivent de nulle part, qui n'ont jamais milité avant, en particulier des jeunes, qui n'ont aucune formation et qui correspondent à absolument pas à la base, on aurait pu dire, cette base nationale populiste. C'est une base, enfin c'est un électorat et même pour les militants qui est totalement différent. Le Front National, par exemple, a très peu de couleurs d'affiches, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Les gens peuvent prendre leur carte et considérant que ça suffit de prendre sa carte. Avant, quand on prenait sa carte, on devenait un militant. Aujourd'hui, au Front National, on est un adhérent, ce qui est complètement différent. Donc je pense que c'est assez complexe de dire quel va être le score de Marine Le Pen. Je pense que en tout cas, elle va faire plus de 13%. Je peux parfaitement me tromper, mais je pense qu'elle sera plutôt aux alentours de 18 ou 19%. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un élément
de toute façon qui échappe à tout le monde, c'est que je peux dire quelque chose aujourd'hui et que ça se produise pas dans 15 jours. Ça voudra pas dire que je me suis trompé, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est pour aujourd'hui. C'est exactement comme quand je disais qu'en janvier, Marine Le Pen était très haute, ça ne voulait pas dire qu'elle sera au second tour 3 mois ou 4 mois après au présidentiel. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 à 25% de l'électorat qui se décide dans les 4 derniers jours avant le premier tour, soit d'une élection législative ou encore plus d'une élection présidentielle. C'est quand même au dernier moment où il y a quand même un cinquième ou un quart de l'électorat qui se décide. Et c'est ce moment-là où justement les sondages ne sont plus autorisés. Donc je dirais que c'est un peu la bouteille à l'encre, puisqu'on a Mélenchon qui émerge, François Hollande qui fait une non-campagne, une mauvaise campagne, l'extrême gauche qui est pratiquement éliminée, et les Verts qui sont également pratiquement absents de l'élection présidentielle, et un François Bayrou qui est quand même un produit un peu avarié. Donc je pense que il peut y avoir des surprises pour le second tour, enfin pour les résultats en tout cas du premier tour des élections présidentielles, d'autant qu'en plus l'élection présidentielle, je pense pas que ça soit un hasard, a été fixée pendant des vacances scolaires et que l'électorat de Nicolas Sarkozy est un électorat, je l'ai raconté plusieurs fois bulletin, à partir d'études détaillées de sondages sortis durs, la majorité de l'électorat de Nicolas Sarkozy, et c'est un électorat de retraités. Nicolas Sarkozy fait un tabac chez les retraités, alors qu'il est minoritaire chez les actifs. Or, on sait parfaitement que les retraités bougent moins que les autres, surtout en période d'élection. D'une part, ils ont le temps, ils sont plus mobilisés pour aller voter, et d'autre part, ils bougent moins. Alors que par exemple, des familles avec enfants vont profiter des vacances de Pâques pour aller se promener. C'est exactement comme le second tour de l'élection présidentielle qui se déroule le 6 mai, c'est-à-dire que ça se déroule pour le pont du 8 mai. Donc il va y avoir toute une catégorie de population. Surtout si, par exemple, Marine Le Pen n'est pas au second tour de l'élection présidentielle, dira je vais pas voter et ils partent. Et il va y avoir toute une partie des électeurs peut-être de Mélenchon ou d'autres gens qui vont partir. Alors que Nicolas Sarkozy va bénéficier, ne serait-ce qu'à cause de la structure de son électorat, de la date qui a été choisie. Et c'est quand même une des premières élections où les deux tours de l'élection présidentielle, ce détour se passe pendant pratiquement des vacances. C'est quand même énorme. Très bien, merci. Et alors, vous avez décrit le relatif désintérêt de l'électorat pour les questions économiques. Et moi, il me semble avoir observé justement que Marine Le Pen, qui était très offensive pendant très longtemps sur l'euro, sur la sortie de l'euro, il semble qu'elle radoucisse un petit peu son discours et insiste de plus en plus sur le fait qu'elle fera un référendum sur cette question. Et voilà, mais pas une sortie automatique si elle était élue. Donc, est-ce que donc c'est lié, je sais pas, peut-être elle a vu que c'était peut-être pas une stratégie gagnante. Et par ailleurs, depuis la tuerie de Toulouse, il semble qu'elle se soit beaucoup reconcentrée sur l'islam, à savoir bon, le halal, dont elle parlait déjà, mais surtout la présence d'intégristes, de fondamentalistes sur le territoire français. Est-ce que d'après vous, ce changement de stratégie, si vous estimez qu'il y en a un déjà, est-ce que c'est un changement de stratégie qui peut être gagnant? Alors, il y a deux questions. Je crois qu'effectivement, il y a un véritable changement de stratégie. C'est un sujet que j'avais abordé parce que j'ai consacré dans Fait et Documents toute une série d'analyses politiques un peu partie par partie et personnalité par personnalité. J'ai fait au moins 8 numéros sur la question en quelques mois, enfin 8 grands articles sur la question en quelques mois. Moi, j'avoue, je suis passé par Sciences Po et j'ai toujours été très intéressé par les questions d'analyse politique, d'analyse de sondage, les catégories socio-professionnelles, comment est-ce qu'elles votent, quels sont les discriminants, les déterminants, etc., etc. Dans tous les sondages, il apparaissait que l'électorat de Marine Le Pen était d'accord
entre 85 et 95% avec ses positions, que ça soit sur, je sais pas, le rétablissement de la peine de mort, une plus grande sévérité dans les prisons, l'arrêt de l'immigration, etc., etc., tout ce qu'on voudra. Le seul sujet sur lequel ces électeurs n'étaient pas d'accord avec elle était la sortie de l'euro. Il n'y avait que 48% des personnes qui disaient qu'ils allaient voter pour Marine Le Pen, qui disaient qu'ils étaient d'accord avec ça. Donc il y avait également des indécis, mais enfin ça veut dire qu'elle était très minoritaire et en décalage par rapport à son électorat. C'est une question également qui est extrêmement anxiogène, qui provoque de l'anxiété, en particulier par exemple chez les retraités, avec un système qui a été mal expliqué. Les gens se sont dit sortir de l'euro, mais c'est quoi? On va revenir au franc, il n'y a plus de francs, un euro va valoir un franc. En plus, on nous a parlé Marine Le Pen avait parlé d'une très forte dévaluation. On se rend que l'affaire en fait était mal ficelée et qu'elle a sans doute été imposée par l'équipe souverainiste qui est extrêmement influente dans son entourage. Ce sont un peu quand même les souverainistes qui sont aux manettes de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Alors je ne sais pas si elle a lu ce que j'avais écrit, mais en tout cas, bon, elle a effectivement totalement adouci son sujet de la espèce de sortie abrupte de l'euro. Il faut quand même comprendre que depuis une douzaine d'années qu'existe l'euro, il y a des côtés quand même extrêmement positifs. C'est-à-dire que quand on va dans un pays étranger, on n'a plus besoin, c'est très simple, on n'a plus besoin de changer d'argent. Quand on va dans un pays étranger, on voit un produit, on voit combien il coûte, on n'a pas besoin d'avoir une calculette sur soi. Et ça, c'est un phénomène que peuvent constater les gens quand ils vont à l'étranger en tant que touristes, mais c'est ce que constatent tous les chefs d'entreprise, de PME, etc., qui ont vraiment aucune envie de revenir à l'euro. D'autre part, l'euro, d'une certaine manière, a été une véritable chance pour la France, que c'est le couple franco-allemand, et que l'allemand est la locomotive de l'Europe actuellement. Alors qu'il n'y a pas de couple allemand-espagnol, par exemple, ou allemand-Grèce. Mais le couple français, c'est une question de géopolitique et essentielle dans la construction de l'Europe, parce que c'est pas le heartland, mais enfin, on pourrait dire que c'est le heartland, le cœur de l'Union européenne, comme ça a été le cas au début. Et je pense qu'effectivement, Marine Le Pen aurait mieux fait de faire euh, euh, d'adopter la position dont avait parlé Maurice Allais, qui est quand même le seul prix Nobel d'économie français, qui disait qu'il aurait fallu une monnaie commune et pas une monnaie unique. C'est-à-dire que les pays conservaient leur monnaie et que, en revanche, au niveau mondial, pour toutes les exportations, on utilisait l'euro comme monnaie de référence. Donc c'était beaucoup plus simple, il n'y avait plus de risque d'anticipation d'échange, etc. Et c'est la bonne solution. Alors elle est revenue dessus, je ne suis pas sûr non plus que ça soit une bonne chose, parce que je pense que d'une part c'est un peu tard, et que d'autre part, il ne faut pas changer de stratégie pendant quand on a axer toute sa campagne électorale sur un thème, c'est pas une bonne chose de changer au milieu de guet. Et de toute façon, je pense que c'est trop tard. Ça aurait parfaitement pu fonctionner. Je dirais que c'était un peu un pari si la Grèce était sortie de l'euro. Et je dirais que d'une certaine manière, on a fait des cadeaux absolument colossaux aux banquiers. Qui avaient des engagements en Grèce, parce que c'est pas aux Grecs qu'on a fait des cadeaux, c'est aux banquiers, pour tenir la situation, afin d'éviter que la Grèce ne quitte pas la zone euro. Et ça, c'est un handicap évident pour Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen était intimement convaincue qu'il y aurait une crise de l'euro ou un départ de la Grèce avant l'élection présidentielle, et donc les instances internationales, en tout cas en Europe, ont tout fait pour que ça ne se produise pas. Sur la question de l'affaire de Toulouse et du terrorisme islamique, sans guillemets ou avec guillemets, euh, excusez-moi, parce que là, je vois une intervention. Voilà. Les vieux pensent tous que le franc vaudrait 6,5 fois moins. Voilà. C'est exactement ça. Le problème, c'est que toutes les personnes un peu âgées, les retraités, ont une peur terrible, se disent on va avoir moins d'argent qu'avant. Or, quand on est âgé et quand on est retraité, on n'a qu'une envie, c'est que les choses ne changent pas, parce que plus on vieillit, plus on a peur du changement.
Donc c'est évident, la personne qui dit ça a absolument raison. La vraie erreur de Marine, c'est de faire un franc pour un euro, mais en changeant la valeur du franc. Enfin, c'est un truc qui est insortable, que les gens ne peuvent pas comprendre. Bon. Alors donc je reviens maintenant à cette histoire de Mohamed Merah. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen ait choisi le bon positionnement parce que je ne pense pas que les Français soient absolument passionnés, que leur première inquiétude, ça soit le terrorisme islamique en France. En revanche, ce que je pense, c'est que il fallait tirer à boulet rouge, ce qu'elle a fait quand même en partie, sur la prétendue, les rodomontades de Nicolas Sarkozy quant à la sécurité des Français. Et on peut dire que c'est un véritable échec de la DCRI, c'est un échec alors qu'il y a eu des dizaines de lois qui ont été votées, qu'il y a eu une surveillance absolument incroyable de la population, y compris, on pourrait dire, des militants nationalistes français, puisque on a vu quand même cette déclaration absolument incroyable de Squarcini, disant qu'ils avaient ciblé euh, 5 militants islamiques et 5 militants nationalistes ou d'extrême droite à Toulouse, considérés comme suffisamment dangereux pour pouvoir aller tuer au moins 5 personnes. Moi, je voudrais qu'on me présente les nationalistes toulousains qui seraient capables de faire ça. Pour moi, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas eu d'attentat depuis des années, il n'y a pas eu d'action de ce type. Donc, on se rend compte du total décalage des services de renseignement, en particulier de la DCRI, qui a beaucoup régressé par rapport à l'époque où vous aviez d'un côté la DST et de l'autre côté vous avez les renseignements généraux. La suppression des renseignements généraux est une erreur totale dans un système français centralisé comme le nôtre, puisque l'État n'est plus au courant de ce qui se passe dans toute une série de secteurs. Et donc la DCRI, c'est une aimable rigolade avec des actions qui sont tournées contre le travail clandestin et contre le terrorisme. Pour chasse un insecte, le terrorisme est quelque chose qui est instrumentalisé. Enfin, je ne vais pas reprendre les thèses de Guy Debord, de Francis Cousin, ou même d'Alain Soral, mais c'est une évidence que le terroriste, le terrorisme, enfin la lutte contre le terrorisme, toutes les actions qui sont menées, les, 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 les dépenses sont beaucoup plus importantes, sont beaucoup plus lourdes que tous les dommages que pourraient causer des actions terroristes qui sont rarissimes en France. Voilà. Je pense que c'est peut-être pas non plus un très bon positionnement de. Je pense qu'il y a un traumatisme vis-à-vis de l'affaire de Toulouse qui signifie pour moi d'une certaine manière la fin du multiculturalisme béat en France, mais qu'il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années pour que ça s'imprègne dans les consciences. Et je pense que ça n'aura pas une conséquence directe au moment de l'élection. Vous savez, c'est une analyse que je fais, je suis toujours très modeste, moi, je considère que je peux me tromper et va peut-être y avoir une surprise, mais bon, pour le moment, j'y crois pas trop. Merci beaucoup de votre réponse. Je laisse la parole désormais à un auditeur, Bucerror. Bonsoir Emmanuel Ratière, je voudrais revenir brièvement sur le cas Mélenchon, car ce monsieur fait il y a quelques mois a prétendu publiquement ne pas connaître le siècle, alors que bon, le travail effectué par vous sur le siècle et c'est considérable. Donc j'aimerais avoir un peu votre opinion là-dessus. Est-il un fiefé menteur selon vous? Sachant aussi qu'il fréquente avec assiduité la rue Cadet, ce bon monsieur. Alors, sur l'affaire de la Cadet, oui, effectivement, j'ai été le premier. D'ailleurs, ça fait toute une polémique sur Internet parce que j'avais indiqué à plusieurs reprises que Jean-Luc Mélenchon était franc-maçon et puis lui disait que c'était faux, que ça regardait personne, etc. Bon, donc j'ai publié les documents. On parle du frère Jean Mélenchon, donc là il n'y a plus de problème. Donc ça, je pense avoir été le premier en France à l'écrire avant que ça sorte dans la biographie qui lui a été consacrée, où il est quand même toujours gêné aux entournures. Alors il y a une chose où il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que les hommes politiques français sont lamentables. Jean-Luc Mélenchon est un inculte total, même s'il a été formé à l'école du trotskisme lambertiste. Et je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon pouvait parfaitement ignorer l'existence du Club Le Siècle, puisque c'est un sujet dont personne ne parle, et en particulier pas les gens qui en sont membres. Et comme lui n'en était pas membre, bah, il n'était pas censé être au courant. Et je pense qu'effectivement, il a été plus ou moins mis au courant par Pierre Carl et les gens qui gravitaient
autour de ce journaliste cinéaste. En revanche, bon, il l'a exploité, il y allait une ou deux fois, et puis bon, après il a disparu, parce que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pour l'élection présidentielle, c'est un leurre. Chacun sait que enfin, moi je pense, parce que je ne veux pas dire chacun sait, je pense que Jean-Luc Mélenchon va appeler à un vote au second tour de l'élection présidentielle en faveur de François Hollande, parce qu'il ne peut pas être autrement au nom du rassemblement de la démocratie et des forces de progrès, c'est de l'ironie que je dis là, face à Nicolas Sarkozy, agent du capital et agent des Américains. Là, je souris moins d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est en grande partie exact. Mais Jean-Luc Mélenchon va donc apporter un soutien critique, c'est-à-dire que il y aura pas d'entrée de ministre communiste ou une ministre du parti de gauche entre le second tour de l'élection présidentielle et législatif si François Hollande. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il va faire payer très cher son soutien et donc qu'il va négocier un certain nombre de circonscriptions euh, pour les élections législatives. Et ce en quoi il a bien raison, puisque il fera nécessairement un très bon. Les candidats du front de gauche feront nécessairement un très bon score aux élections législatives, puisque c'est un électorat qui aura été bien mobilisé et qui en plus a augmenté, a engrangé un certain nombre de succès à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens, surtout si François Hollande l'emporte, qui vont vouloir peser à l'intérieur de la gauche, et donc ils voteront pour des candidats du Front de gauche, s'il y a des candidats du Front de gauche qui sont candidats. Et je pense qu'ils ont de très fortes chances de faire un score nettement supérieur à celui des Verts, y compris aux élections législatives. Donc François Hollande va se retrouver devant un grave problème, c'est qu'il va être obligé de rompre l'accord qu'il a passé avec Europe Écologie Les Verts, pour faire une part plus grande aux candidats du parti de gauche. Et là, ils vont avoir un gros problème, et là je vois cette affaire des triangulaires, c'est tout à fait possible, et il est tout à fait possible aussi que si Marine Le Pen fait un bon score, on aille vers des triangulaires, voire des quadrangulaires, s'il n'y a pas d'accord de désistement, ce qu'on appelle le désistement républicain, soit dans les rangs plus ou moins de la droite, soit à gauche. Et quelqu'un qui rajoute les tendances personnelles et les minoritaires n'ont pas d'intérêt, c'est absolument exact. J'essaye toujours de ne pas m'impliquer dans ce que je dis, parce que je considère que tous les gens qui participent à ce forum ont leur avis personnel en tant que vote est aussi exact que le mien. Moi, je pense être un peu meilleur au niveau des analyses. Mais je suis toujours très modeste, je pense qu'on ne peut pas, tant que l'élection n'est pas faite, bien malin celui qui peut la prévoir. On se rend compte que quand il y a eu la crise financière, à part 3 ou 4 économistes, qui d'ailleurs depuis se sont trompés, personne ne l'avait vu venir, sinon ça se serait pas passé comme ça s'est passé. Très bien, merci. Petite question rapide de Jane Doe qui vous demande votre avis sur Nicolas Dupont-Aignan, qui a un programme assez proche de celui de Marine Le Pen. Alors Nicolas Dupont-Aignan, pour moi c'est un mystère. C'est alors d'abord bon, c'est quelqu'un, il faut savoir, parce qu'on ne connaît pas l'itinéraire de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un ancien militant socialiste. Ça horrifie les gens quand je le dis, ça les surprend, mais j'ai publié un certain nombre de documents dans la revue que j'anime qui montrent que en fait euh, il pensait être candidat du Parti socialiste dans les années 80. Finalement, il n'a pas été désigné et donc il est allé vers le RPR à l'époque. Et ça, c'est le premier élément. Donc, je dois dire que son souverainisme fait doucement rire. La seconde chose, bon, c'est que ça doit être relativement un bon maire parce que il est élu avec des scores absolument records dans sa commune. En dehors de ça, je vois pas très bien ce qu'il vient faire dans cette élection. Il est à peu près aussi crédible que Jacques Cheminade. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Simon? Oui, bonsoir Monsieur Ratier. Alors moi je vais relayer une question du docteur Philippe Ploncadassac qui m'a adressé donc une question par mail. Alors déjà je voudrais savoir si vous connaissez Philippe Ploncadassac, est-ce que vous êtes intéressé à son travail, notamment le journal politique
et ses écrits sur la maçonnerie ainsi que le complot mondialiste. Et alors, seconde la question, en fait, lors de votre travail sur la maçonnerie, vous avez notamment exprimé le fait qu'il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de démontrer qu'il y a une espèce d'organisation pyramidale dans la maçonnerie. Vous avez aussi déclaré que on pouvait dire que la franc-maçonnerie était devenue conservatrice et plus du tout révolutionnaire puisque elle refusait les femmes, et que c'était une des dernières sociétés secrètes en France voilà, qui refusait les femmes. Donc à partir de là, est-ce que comment dire, pouvez-vous nous dire euh, si la maçonnerie donc n'est pas révolutionnaire et conservatrice, euh, pourquoi donc l'avoir quitté puisque on sait Je, que vois, je vais vous répondre rapidement parce que ça va être plus simple. Euh, c'est un peu résumé ce que j'ai dit, ce que vous dites. Je connais les écrits de Jacques Ploncard-Dassac, je connais de Philippe Ploncard-Dassac, je connais mieux les écrits de son père parce que je pense que ce sont des livres très importants comme ses ouvrages sur le nationalisme, sur Salazar, etc. J'ai entretenu, je vais être très très franc avec vous, j'ai entretenu des relations tout à fait cordiales avec Philippe Ploncard-Dassac pendant un certain nombre d'années. Ces relations se sont ternies, amoindries, parce que j'ai pas, je pense que c'est quelqu'un qui est difficile qui est assez difficile de contact. Et moi, je suis quelqu'un d'assez euh, ouvert et toujours prêt à discuter, mais bon, une des raisons, bon, c'est une des raisons par exemple pour lesquelles il s'était fâché avec Serge Beckett, bon, c'est que il souhaitait que je l'invite à Radio Courtoisie et ça n'a pas pu se faire, je sais pas pour quelle raison, je crois que notamment c'est parce qu'à l'époque j'avais pas d'émission, bon, il m'en a voulu, il a dit un certain nombre de choses assez désagréables sur moi. Moi je considère qu'on a suffisamment d'ennemis, en particulier à gauche, pour pas se séparer, pour pas se diviser, à droite. Ça, c'est donc le premier point sur Philippe Ploncard-Dassac. La seconde chose sur la franc-maçonnerie, euh, ça dépend quand on parle de la franc-maçonnerie au niveau international ou au niveau français. Au niveau français, la franc-maçonnerie est éclatée en un certain nombre d'obédiences et de chapelles. D'ailleurs, il est en train d'en naître une nouvelle actuellement, puisque la Grande Loge nationale française est en train d'éclater. Quand j'avais dit que la franc-maçonnerie, c'était à la fois exact et un jeu de mots, si vous voulez, que la franc-maçonnerie était en train de devenir quelque chose d'assez réactionnaire pour des gens qui se voulaient progressistes parce qu'ils acceptaient pas les femmes, mais il se trouve qu'effectivement, il y a des femmes partout, et le fait de ne pas les accepter, d'une certaine manière, c'est dans un univers qui est totalement féminisé, ce sont des positions qu'on peut effectivement qualifier de réactionnaires. Mais je ne vais pas dire que le Grand Orient de France est une organisation réactionniste, c'est une organisation laïciste, peut-être pas de type révolutionnaire aujourd'hui, parce qu'ils prétendent qu'ils ont un enseignement progressif. Enfin, c'est une organisation politique et lobbyiste. Voilà. Euh, En dehors de ça, bon, je veux dire, il faudrait qu'on fasse une émission entière sur la franc-maçonnerie parce qu'on peut en parler extrêmement, si vous voulez, extrêmement longuement, quoi. Mais c'est pas, enfin, je veux bien en parler, mais bon, un jour je vais finir par faire un livre sur la franc-maçonnerie, mais bon, j'ai d'autres livres à écrire avant, donc j'ai pas encore tout écrit ça sur le sujet. Là, je vois, il y a des questions sur la femme en maçonnerie. Oui, il y a des femmes dans la franc-maçonnerie. Bon, c'est un sujet assez difficile, assez large. En revanche, bon, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas une organisation pyramidale dans la franc-maçonnerie. C'est évident. Il suffit de regarder comment ça fonctionne. Que la franc-maçonnerie est fondée sur une organisation de type pyramidal. C'est pas une organisation de type relationnel classique comme dans une entreprise avec un dialogue, ce genre de choses. Non, il y a un conseil des 33e degrés, il y a un conseil de l'ordre. C'est évident que c'est une organisation totalement pyramidale. Bon, en revanche,
c'est vrai, je pense pas qu'il y ait une organisation mondiale qui soit dirigée par des supérieurs inconnus qui se réunissent, en tout cas dans la franc-maçonnerie, et qui se réunissent à 30 ou à 33 pour décider du sort du monde. En revanche, qu'il y ait des lobbies, qu'il y ait des sociétés secrètes, qu'il y ait des groupements, oui, effectivement. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je pense qu'effectivement, la franc-maçonnerie devrait être interdite en France et dans les pays étrangers. Je crois que je peux pas être plus précis en vous répondant quand on n'est pas face à face et des visus, parce que je réponds d'une manière assez générale. Merci de votre réponse, Emmanuel Ratier. Je laisse la parole désormais à un auditeur. Je ne sais pas comment prononcer son pseudonyme. Tanderson, semble-t-il. Oui, bonsoir. Je voulais déjà tirer mon chapeau à Monsieur Ratier pour tout son travail. Et je voulais lui poser la question de savoir si il a accès aux sondages des renseignements généraux, étant donné que apparemment ces sondages font très peur à Monsieur Sarkozy. Et il semble que ces sondages soient les seuls qui soient un peu justes. Donc, est-ce qu'il aurait accès à ces sondages-là? Alors, je vais vous répondre très clairement, il n'y a plus de sondage des renseignements généraux, puisque les renseignements généraux ont disparu. Les seules sections encore de renseignements généraux qui existent sont dépendent de la PP, c'est-à-dire de la préfecture de police de Paris, qui a une action à la fois dans le département de la Seine et dans ce qu'on appelle les départements de la petite ceinture. Là, il y a encore une espèce de division RG, notamment il y a un peu RG politique et RG presse. Mais à la DCRI, il y a eu les RG travaillent plus sur les questions politiques et il n'y a absolument plus aucun sondage effectué directement par une organisation administrative dépendant du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu, ils sont dans le flou aujourd'hui et qu'ils auront quand même du mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, que ça soit le service d'information du Premier ministre, le CID, que ça soit l'Élysée, etc., ces dernières années ont financé un certain nombre de sondages, je dirais les 2 dernières années, ont financé un certain nombre de sondages sur des sujets assez précis, et ces sondages n'ont pas été publiés, ils ont été gardés à usage interne. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si l'Élysée demande actuellement un sondage, celui-ci ne sera pas financé par les organisations, les quelques instituts de sondage, ils ne seront pas nécessairement financés, et c'est des sondages qu'ils peuvent garder pour eux. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, il n'y a plus de renseignements généraux en France, sauf, ils dépendent de la DCRI, et c'est pour la pénétration des milieux d'extrême gauche ou d'extrême droite pouvant être soupçonnés d'activités terroristes. Donc plausible. Donc ça regroupe, je crois, une quarantaine de policiers dans l'ensemble de la France. Donc il n'y a plus personne pour faire des sondages. Merci Monsieur Ratier. Je vais relayer une nouvelle question d'auditeur. Je la lis. Donc Monsieur Ratier, quel regard portez-vous sur le journalisme français actuel? Je veux dire que vous êtes tout à fait absent des médias dominants malgré votre travail remarquable et vos livres irremplaçables, alors que dans le même temps, on peut voir défiler sur les plateaux télé et les radios des personnages aussi ridicules que Audrey Pulvar, Caroline Fourest et autres Clémentine Autain. C'est une espèce de baisse de niveau généralisée. Alors, l'état du journalisme français, il n'est pas très brillant, effectivement. Enfin, c'est pas très nouveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journalisme français s'est écroulé en 1944. C'est le seul secteur où les gens qui avaient fait leur travail pendant l'occupation ont été interdits d'exercer, où les journaux dans lesquels ils travaillaient ont été saisis, et donc ils ont été condamnés à l'indignité nationale et ils étaient obligés de changer de métier. Alors que les bouchers qui ont continué à vendre de la viande pendant l'occupation, on n'a pas saisi leur boucherie et on les a pas condamnés à l'indignité nationale. C'est la seule profession dans laquelle les journalistes, sauf s'ils n'avaient pas des brevets de civisme plus ou moins fabriqués, ont perdu leur emploi et où la quasi-totalité des journaux qui avaient continué à apparaître, je vois pas comment les gens auraient pu continuer à vivre s'ils n'avaient pas continué à travailler.
Donc, en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient des incapables et des crétins, qui n'étaient pas formés pour ça, et donc à partir de ce moment-là, le tirage des médias n'a pas cessé de baisser. Alors, s'y est rajouté depuis 1968 une pénétration des trotskistes qui a été entièrement voulue et calculée par la Ligue communiste révolutionnaire en particulier, qui a décidé d'investir deux grands secteurs à la demande d'Alain Krivine, c'est-à-dire que ça a été les médias et la justice. Donc on s'est retrouvé avec des organisations du type du syndicat de la magistrature qui rendent la justice d'une manière extrêmement partiale. Et on s'est retrouvé avec des journalistes plus que militants, le sommet étant atteint par exemple par quelqu'un qui est Edwy Plenel, qui s'est retrouvé directeur du Monde et qui avait toutes sortes de scoops qui lui étaient fournis par des juges qui étaient proches de lui idéologiquement. Bon. Donc, moi je rappellerai que quand j'étais au centre de formation des journalistes, je crois que la promotion dans laquelle j'étais il y avait 34 personnes, il y avait 32 journalistes d'extrême gauche, il y avait un jeune étudiant journaliste qui devait être plus ou moins RPR, et il y avait moi. Donc ça vous donne une idée, et je pense que les résultats n'ont pas tellement changé. Si vous voulez, là, il y a eu un sondage qui a été fait la semaine dernière à l'Institut d'études politiques de Paris, bon, où l'extrême gauche fait de l'ordre de 18% et où Marine Le Pen obtient 4% des suffrages. Donc on compte que c'est dans toute une série d'organismes de ce type où il y a une pénétration extrêmement importante de l'extrême gauche. Bon, s'y rajoute en plus un problème, c'est que le journaliste, c'est une profession qui est ouverte. C'est-à-dire que c'est une profession où on n'a pas besoin. Si vous voulez être médecin, il faut avoir un diplôme de médecin. Si vous voulez être ingénieur, il faut avoir un diplôme d'ingénieur. Si vous voulez être boulanger, vous avez intérêt à avoir un CAP de boulanger. Mais si vous êtes un fils à papa, un incapable, ou que vous avez un peu de piston, vous pouvez devenir journaliste. Et alors pire, vous pouvez devenir animateur de radio ou de télévision. Ben, c'est exactement ça, il ne faut pas s'étonner du résultat, puisque ces gens-là sont des gens qui ne s'intéressent pas à leur travail, qui sont souvent incultes et qui travaillent, bon, on va être très clair, c'est du copinage et des trucs de people. Donc le niveau du journaliste français est lamentable. Par exemple, pour vous donner un exemple, je pense que la plupart des gens qui sont sur ce forum, bon, sont des gens qui passent leur vie ou plusieurs heures par jour sur Internet et que vous parlez anglais. Bon, donc vous devez aller sur des sites d'information en anglais, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en fait, etc. Et ben, quand vous regardez les trucs de politique étrangère, vous en savez plus que tout ce que vous pouvez lire dans un journal français, y compris Le Monde. Vous avez 3 semaines d'avance au minimum sur les articles qui vont paraître dans Courrier International, et vous avez en moyenne 4 à 5 semaines d'avance sur la quasi-totalité des journaux français. Donc, je dirais que par exemple, pour s'informer en matière de politique étrangère, il vaut évidemment mieux aller directement sur Internet que d'attendre pour trouver une information dans un journal français. Donc ça vous donne une idée de la limite. Bon, le deuxième élément, c'est que la plupart des journaux français, je ne peux pas parler des chaînes de télévision, je ne peux pas parler de tout ce soir, enfin, que ce soit les grandes chaînes de télévision françaises ou que ce soit les grands journaux, les principaux quotidiens ou les principaux magazines, ils appartiennent à des marchands d'armes ou à des banques. C'est-à-dire que c'est l'héritier de Rothschild qui a pris le contrôle de Libération, c'est les banques populaires qui contrôlent la plupart des quotidiens en province, c'est la famille Dassault qui sont des marchands d'armes qui contrôlent le Figaro, et vous avez tout le groupe Lagardère qui sont également des marchands d'armes. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont fondamentalement intéressés par les médias et qui n'ont surtout pas envie d'avoir des informations intéressantes. Actuellement, le journal qu'on peut considérer comme l'équivalent de la Pravda à l'époque de l'Union soviétique, c'est le Figaro actuellement. C'est pas un journal qui fait son travail, c'est un journal qui fait la publicité de Sarkozy tous les matins. Merci de votre réponse, monsieur Ratier. Alors, un auditeur qui est malade, hein, semble-t-il, il aurait voulu intervenir. Enfin, je vais relayer sa question. Donc, c'est quelqu'un qui souhaiterait aborder le thème du vote électronique, de savoir ce que vous en pensez de son introduction et de son développement éventuel à l'avenir du vote électronique. Et pourrait-il s'agir d'un moyen qui pourrait être, on va dire, capté et puis donc falsifié? Alors,
le vote électronique, c'est un vote qui est pas bon, évident, mais qu'on peut parfaitement truquer. J'avais publié en 2000, euh, c'était absolument fascinant, c'était le vote qu'il y avait eu aux États-Unis entre John Kerry et George Bush. Et où on voit que aux États-Unis, quand ils faisaient des sondages sortis d'urne, c'est-à-dire qu'on interroge un certain nombre de gens juste après qu'ils soient allés voter, c'est-à-dire à la sortie du bureau de vote, c'est ce qu'on appelle un sondage sorti d'urne. Le sondage sorti d'urne, dans tous les États où on votait, c'était un vote papier, le vote sorti d'urne correspondait parfaitement aux résultats qui étaient obtenus dans cet État. C'est-à-dire que par exemple en France par exemple, il y a quand même le vote électronique est extrêmement réduit. C'est-à-dire qu'à 20h10, on vous donne enfin à 20h, on vous donne la prévision pour n'importe quelle élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou européenne, on vous donne à peu près le résultat qui va s'affiner au cours de la soirée, donc il n'y aura pas de changement. Donc partout où il y avait des sondages sortis durs et que les électeurs avaient voté avec du papier, les résultats étaient parfaits. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que quand vous aviez des sondages sortis d'urne dans des États où on votait électroniquement, là où George Bush arrivait en second face à John Kerry euh, dans ces États, et ben c'était l'inverse qui se produisait avec le système de vote électronique, c'est-à-dire que c'était George Bush qui arrivait en tête. Donc c'est absolument évident qu'aux États-Unis, il y a eu trucage, et d'ailleurs même en Floride, ils ont été obligés de recompter, et on sait aujourd'hui, enfin on a su très vite, on l'a su dès 2002, enfin de 2001, qu'en fait c'est John Kerry qui aurait dû être élu aux États-Unis, et John Kerry a fait une déclaration en fait après le 11 septembre 2001 en disant qu'au nom de l'intérêt national, il considérait que c'était George Bush qui avait été élu, et donc on arrêtait le recomptage des bulletins de vote. Mais le recomptage des bulletins de vote était suffisamment avancé pour savoir qu'en Floride, c'était John Kerry qui l'aurait emporté, et donc qu'il aurait dû être élu. Donc on voit bien que en tout cas aux États-Unis, je dis pas en France, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont des systèmes privés. Il n'y a pas de ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de système centralisé comme en France, et donc, par exemple, dans un certain nombre d'États, on vote encore avec des systèmes de machines où on perce les bulletins de vote, et c'est des machines qui remontent en 2000, qui remonte à la fin du 19e siècle. Alors je vois, oui, c'est Bush Kerry, c'était en 2004, c'était Al Gore en 2001. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on me dit, je m'en souviens plus parce que je vous parle là, j'ai pas de notes sous les yeux. Effectivement, c'est pas de John Kerry. Merci de votre réponse. Alors maintenant, je laisse la parole à un auditeur, Geoffrey. Alors, excusez-moi, juste avant qu'on laisse parler Geoffrey, il est 22h25. Donc, Monsieur Ratier, juste un petit point. Est-ce que vous souhaitez qu'on arrête d'ici 10 minutes ou est-ce que vous sentez de continuer jusqu'à 23h? Non, 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 il n'y a pas de problème, on peut continuer, hein, il n'y a pas de difficulté. Très bien, bah merci beaucoup à vous. Geoffrey, à toi. Monsieur Ratier, votre travail documentaire est très respectable et utile, mais au fond, on ignore la nature précise de vos idées politiques dites nationalistes. Êtes-vous racialiste et pour une France blanche? Êtes-vous pour une économie socialiste ou libérale? Êtes-vous athée ou avez-vous foi en Dieu? Alors là, je vous dirais que je considère que ça regarde personne. J'ai commencé à militer juste après la dissolution d'Ordre Nouveau. J'ai adhéré à un petit mouvement qui s'appelait Faire Face, qui à l'époque était un petit journal qui avait pris la succession d'Ordre Nouveau après la dissolution en 73. J'ai milité après à Faire Front, qui s'est transformé en Front de la Jeunesse. Après, on a eu une organisation un peu plus nationale qui était adulte, qui était le Parti des Forces Nouvelles.
J'ai publié un journal nationaliste en Normandie qui s'appelait Balder. Et puis après j'ai commencé mes études. Enfin, je suis devenu journaliste et donc à ce moment-là, j'ai arrêté de militer politiquement et depuis, j'ai jamais été candidat à aucune élection. La seule élection à laquelle j'ai été candidat, mais en fait ça s'est pas fait, c'est que j'avais accepté pour le Front National d'être tête de liste aux élections prud'homales, enfin les élections pour la prud'homale ou à la sécurité sociale. Je crois que c'était en 97 et finalement notre liste a été invalidée à Paris. Voilà. Mais j'avoue que mes opinions religieuses, je pense pas que ça concerne grand monde. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question d'un auditeur qui ne souhaitait, semble-t-il, pas prendre la parole. Donc, mais qui vous demande quel est à votre avis le rôle enfin que pensez-vous je lis sa question, que pensez-vous de la candidature d'Eva Joly et quel est son rôle selon vous? Alors, oui, effectivement, on me dit oui, parce que effectivement, c'est vrai, j'avais oublié, en 80, j'ai été suppléant d'un candidat UDF en Seine-Maritime qui s'appelait André Danet, qui était un personnage un peu particulier et assez courageux, puisque à plusieurs reprises, il a donné sa signature à Jean-Marie Le Pen, et en fait, j'étais très ami avec son fils, qui était un des responsables d'Ordre Nouveau à Rouen. Et donc, je dirais que la situation en 81 était un peu particulière, ce qui m'avait amené à être candidat UDF, sans même d'ailleurs être membre de l'UDF. Alors, à propos d'Eva Joly, je pense que c'est une catastrophe absolue, parce que euh, je pense que, si vous voulez, il faut comprendre comment fonctionnent les Verts. Les Verts, ce sont pas des écologistes, c'est l'extrême gauche recyclée, dans laquelle on retrouve pas mal d'anciens militants maoïstes, des trotskistes, et en vérité très peu d'écologistes, puisque les seuls à peu près véritables écologistes, comme par exemple Antoine Wechter, ou Jean Brière, ont été soigneusement éliminés de l'appareil des Verts. Actuellement, le personnage le plus important des Verts, c'est un ancien membre des radicaux de gauche qui s'appelle Jean-Vincent Placé, qui est d'origine coréenne. Et lui, c'est un gros malin, et c'est un négociateur hors pair, et c'est accessoirement l'ancien compagnon de Cécile Duflot. Donc, l'équipe qui a la direction des Verts sait parfaitement qu'ils avaient absolument aucune chance d'être élus à l'élection présidentielle et non plus de faire un bon score à l'élection présidentielle, puisqu'ils n'ont jamais fait un bon score à l'élection présidentielle, même si ça leur arrive de faire un bon score aux élections européennes, aux élections régionales. Donc, ils se sont totalement investis à l'intérieur pour avoir un bon accord avec le Parti socialiste pour les élections législatives. Et à partir de ce moment-là, on pouvait mettre n'importe qui comme candidat aux élections présidentielles parce que de toute façon, ça n'avait pas d'importance. Le bon candidat aurait évidemment été Hulot, parce que Hulot avait une aura journalistique, il n'était pas catalogué comme d'extrême gauche, ni comme de gauche, il pouvait séduire des gens qui étaient vaguement attirés par une coloration écologiste. Et donc, je pense que avec Nicolas Hulot, les écologistes auraient pu avoir 10, 12, voire 14% aux élections présidentielles. Mais évidemment, ni Cécile Duflot, ni Jean-Vincent Placé ne voulaient évidemment que Nicolas Hulot ne prenne une quelconque importance après dans l'organisation de l'appareil des Verts. Et donc, euh, Eva Joly a été désignée, alors qu'il faut savoir que Eva Joly n'est absolument pas une écologiste et qu'elle a pendant longtemps espéré être candidate chez François Bayrou.
Et donc c'est vraiment un candidat de raccro, et ce qui explique toutes les erreurs qu'elle peut commettre, et, et le peu d'empressement que l'appareil du Parti vert lui apporte. Voilà. Très bien, merci. Justement, un auditeur vous demande quelques conseils de lecture. Il voudrait savoir si vous avez des livres à conseiller au sujet d'une critique approfondie sur le trotskisme, pour aider, dit-il, les jeunes auditeurs à démasquer les imposteurs tels Julien Drey, Cohn-Bendit ou encore Mélenchon. Alors, de tête, ça m'est un peu difficile de vous parler de ça, parce que il y a Bon, moi j'ai fait des biographies dans l'encyclopédie politique, dans les 2 volumes, en donnant, quand je le savais, pour un certain nombre de gens, le passé de militant trotskiste. Mais il n'existe pas d'ouvrage d'ensemble sur la question. Donc la plupart des ouvrages ont été écrits soit par des militants trotskistes, soit par d'anciens militants trotskistes, mais restés idéologiquement proches. Et je dirais qu'un des seuls qui ait publié des ouvrages, c'est Christophe Bourseillet, et ces ouvrages ne sont pas bons, mis à part l'ouvrage qu'il a consacré à Boussel-Lambert, donc qui est le fondateur du parti, ce qu'on appelle les Lambartistes, c'est-à-dire le parti ouvrier indépendant, le parti communiste, excusez-moi, c'est le PCCI, enfin, ils ont eu 50 noms différents, et dont sont issus toute la frange, je dirais, la plus à gauche du Parti socialiste. Mais en tant que tel, on n'a pas d'ouvrage de qualité, en tout cas récent, sur aussi bien sur les organisations comme SOS Racisme que sur les mouvements trotskistes. Le principe d'ailleurs de ces mouvements étant que ce sont des mouvements avec des militants qui sont formés, qui utilisent des pseudonymes et qui travaillent clandestinement. Il a quand même fallu très très longtemps pour que le passé de Lionel Jospin, qui a été volontairement infiltré à l'intérieur du Parti socialiste, finisse par émerger. Donc c'est pas du tout une passoire comme, je dirais, dans les mouvements nationalistes français, d'où sort sur Internet la quasi-totalité des noms des membres. Merci, Monsieur Ratti, de votre réponse. Alors revenons un petit peu, si vous le souhaitez, ou si vous l'acceptez, sur le Front National. Plusieurs auditeurs se demandent si, selon vous, il existe une influence profonde de sociétés secrètes, en franc-maçonnerie, voire milieu sioniste, sur le Front National actuel. Je sais que c'est l'occasion de rappeler que vous avez écrit donc Mystère et secret du B'nai B'rith, où vous avez mentionné le fait que le Front National a subi l'opprobre du B'nai B'rith avec la validation, le tampon de Jacques Chirac. Alors est-ce qu'à l'heure actuelle, à l'époque maintenant de Marine Le Pen, vous estimez qu'il y a une influence de milieu franc-maçon et sioniste? Merci. C'est une question sur laquelle il n'est pas tellement facile de répondre. Bon, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu une évolution. J'avais fait un article assez important quand Marine Le Pen a été élue présidente du Front National en janvier 2010. C'est bien ça? Enfin, en janvier 2011. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Front National de Marine Le Pen n'est plus le Front National. Il a fait une espèce d'adjournament. Donc il y a toutes sortes de sujets qui sont plus abordés, et le Front National ne positionne plus du tout de la même manière sur un certain nombre de sujets. Vis-à-vis de la question sioniste, il y a certainement eu une évolution du Front National, puisque Louis Alliot s'est rendu en Israël accompagné de Michel Touris, ou par exemple le 500e signataire le 500e parrainage de Marine Le Pen est venu en provenance d'un représentant des Français de l'UMP en Israël. Bon. Mais pour donner, parce que je suis en train de dépouiller
les noms des élus qui sont parus au journal officiel pour les différents candidats. Vous imaginez, c'est un travail. Je sais pas, il y a des milliers et des milliers de noms, c'est un travail colossal. Bon, bah, par exemple, il y a le frère de Roselyne Bachelot, qui s'appelle, j'ai plus son prénom en tête, mais je crois que c'est Jean-Yves Narquin, qui est maire de commune et qui a signé pour Marine Le Pen. Bon, on n'a pas dit que c'est une infiltration de l'UMP à l'intérieur. Moi, ce que je constate, en tout cas pour le moment, c'est que Marine Le Pen s'est pas rendue en Israël et a pas pris de position particulièrement claire sur la question de israélo-palestinienne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle fait, en tout cas, c'est un sujet qu'elle évite d'aborder parce que je pense elle se rend compte quand même qu'elle risque de si elle abandonne un certain nombre des fondamentaux du Front National, elle peut quand même pas tous les abandonner et qu'il faudra, si elle fait une évolution, elle pourra pas être rapide. Et pour le moment, on n'est pas du tout dans la situation de la droite populiste hollandaise ou des partis britanniques. On voit leurs représentants en Israël. Sur la question de la franc-maçonnerie, ben effectivement, on a vu sortir les noms de Gilbert Collard, on a vu sortir le nom de, j'ai oublié d'un élu d'un représentant du Front National en Gironde. Ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de francs-maçons qui doivent voter Front National, comme il y en a d'autres qui doivent voter UMP et d'autres encore plus Parti Socialiste. J'ai pas assez de renseignements sur la question pour pouvoir en faire des statistiques ou ouais, voilà, on me le dit, c'est Valérie Ledouguet, voilà. Enfin, c'est quand même des personnages assez marginaux. Moi, je suis absolument convaincu que, enfin, je crois que euh, Maître Collard ne restera pas pendant 10 ans au Front National. Je pense qu'il y effectue un passage, mais je pense qu'il s'en ira parce qu'il va quand même rapidement se rendre compte que ben, il a peu de chances de faire carrière par le biais du Front National ou de se trouver beaucoup de clients. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, pour le moment, pas d'autres questions sur la présidentielle. Donc, des auditeurs, par exemple, demandent ce que vous pensez d'autres membres de la entre guillemets, dissidence. Alors, plutôt que d'évoquer peut-être tous les noms de gens qui se réclament de cette dissidence, peut-être on pourrait vous demander, puisque vous animez, on le rappelle, vous l'aviez dit tout à l'heure, que tous les 4 semaines, un libre journal sur Radio Courtoisie. Alors, peut-être on pourrait vous demander quelles sont les personnalités les plus intéressantes que vous ayez rencontrées ces derniers temps. Merci. C'est pas très facile pour vous répondre parce que moi je sors pas tellement de chez moi. Ce qu'il y a, c'est que même si j'ai pas beaucoup de temps, mais je donne des conférences. Là, par exemple, cette semaine, je vais au local de Serge Ayoub jeudi prochain pour faire un pré-bilan de la campagne présidentielle et faire une analyse de un peu ce que j'ai fait ce soir, mais d'une manière plus développée sur ce qui risque de se passer au niveau électoral d'une manière assez détaillée. Ce que je crois, c'est que plus généralement, bon, je connais évidemment Alain Soral, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. J'ai des relations pas quotidiennes, mais enfin très régulières, mais exclusivement par courriel avec Thierry Messant. Bon, je connais pas tellement d'autres gens parce que j'ai pas le temps. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai une librairie d'occasion qui s'appelle la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, et c'est pas moi qui la tiens, mais je m'occupe de toute la partie comptabilité, recherche d'ouvrages, etc. Ça me permet de rencontrer également pas mal de gens intéressants. Donc, j'ai également quand même une vie de famille, j'essaye de continuer à écrire des livres. Bon, je dispose pas d'énormément de temps, donc je dis pas enfin, je rencontre pas énormément de gens. Ce que je dirais globalement, c'est que en partie à cause à la faveur de la crise financière et économique, il y a
des horizons nouveaux qui sont ouverts et qui sont beaucoup moins purement politiciens, et on se rend compte qu'on peut avoir des convergences. Par exemple, moi j'en ai avec un certain nombre de gens avec lesquels je pensais pas pouvoir avoir de convergence, notamment les gens qui sont opposés à la mondialisation, à l'impérialisme américain, à ce genre de choses. Donc par exemple, j'en tiens plutôt des bonnes relations avec un certain nombre d'auteurs. Donc je pense à des éditeurs comme par exemple le Retour aux sources, les éditions de 2001 avec Arnaud Mansouri. Ce sont des gens avec qui je pense que on pourra faire au moins un bout de chemin, voire plus. Bon, je pense que par exemple l'initiative contre-culture, qui a été montée par des proches d'égalité et réconciliation, bon, ce sont des choses qui sont intéressantes parce que il faut essayer de développer des réseaux alternatifs pour échapper, eh ben, évidemment, aux diktats de Virgin ou de la Fnac, et c'est plutôt dans ce genre de domaine où se font des choses intéressantes, à mon avis, pour le moment, même si, effectivement, on peut pas dire que les choses aient vraiment beaucoup évolué. Euh, dans d'autres domaines, je donnerai seulement un exemple, il y a pratiquement pas, il n'y a pas un seul lieu agréable à Paris, ou voir un restaurant, ou pouvoir rencontrer des gens, un bar, ou pouvoir être sûr de converser avec des gens, trouver des gens qui parlent, avec qui on peut discuter, etc. Je dirais que par exemple, j'y ai relativement collaboré. Bon, l'initiative de F de Souche de faire une soirée il y a quelques semaines au Cap Saint-Sabin, c'était une bonne initiative parce qu'on a eu à peu près 400-450 personnes qui sont passées dans la soirée, dont des gens très intéressants que je connaissais pas. Donc ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes. Voilà. Mais je dirais qu'il n'y a pas de, moi j'ai pas une politique pour rencontrer des gens particulièrement. Puis je dirais que d'autre part, il y a une politique à Courtoisie qui fait qu'on ne peut pas euh, il y a un certain nombre de gens qu'il est difficile, voire impossible d'inviter à Radio Courtoisie pour un certain nombre de régions que je ne développerai pas ici, mais que vous pouvez imaginer. Très très bien, merci. Je relais à nouveau une question d'auditeur qui vous demande comment analysez-vous le dîner du CRIF et à quel point, d'après vous, est-ce un passage indispensable pour un candidat et est-ce vraiment un handicap pour celui qui n'irait pas? Voilà la question. Alors, les dîners du CRIF, bon, je suis le seul à publier la liste intégrale tous les ans depuis, je sais pas, 7 ou 8 ans, je sais plus, du dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est quelque chose d'assez effrayant parce que vous avez, il y a aucun dîner en France qui regroupe autant de responsables politiques, religieux, d'ambassadeurs, etc. Même si effectivement, d'une certaine manière, ça pourrait être comparé avec le dîner mensuel du siècle. Le dîner mensuel du siècle n'en est pas très loin. Mais enfin là, c'est quand même une organisation confessionnelle à connotation fortement politique, et c'est une espèce de passage obligé où les gens doivent y aller. Bon, François Bayrou, par exemple, il n'est pas allé cette année. En revanche, il a assisté. Il était au Grand Oral du Grand Orient de France. Là, je le publie dans le numéro qui sort. Je crois que c'est en début de semaine, il doit participer à une réunion de une fraternelle maçonnique qui s'appelle Dialogue et Fraternité Française. Donc on voit qu'il va à certains endroits et pas à d'autres. On se rend compte également que le CRIF n'invite pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils invitent Robert Hue, qui a quitté le Parti communiste, mais ils n'invitent pas certains responsables communistes. Ou par exemple, ils n'invitent pas les Verts parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop nettement pro-palestiniens. Ce qu'il y a, c'est que c'est une espèce de passage obligé parce que le fait de ne pas y aller a une certaine signification. Même si je suis absolument convaincu que en tant que tel, ça n'a strictement aucun intérêt d'y aller. Ce qui est important, c'est d'y être. On sait très bien ce qu'il va s'y dire, on sait très bien que ça n'aura strictement aucun intérêt. On sait que le président de la République lira un discours qui n'a pas été écrit par lui, mais ce qui est important pour lui, c'est d'y être, parce qu'il suppose qu'il va se ménager un certain nombre d'intérêts.
c'est un peu comme le voyage traditionnel à Jérusalem de la plupart des candidats avant chez les élections présidentielles. Je pense pas qu'ils négocient grand-chose, mais ils se disent que c'est toujours utile d'y aller. Parce que je crois que c'est un mythe qui va en partie en c'est un peu si vous voulez, c'est purement idéologique. C'est un peu comme sur la place rouge le 1er mai, quand il y avait les défilés à l'époque soviétique, il fallait nécessairement qu'il y ait un certain nombre de morceaux de bravoure et de termes de l'idéologie communiste qui soient utilisés, même si plus personne n'y croyait. Bon, ben, je dirais que le dîner du CRIF, il faut y aller, même si, enfin, il faut y aller, je recommande pas évidemment aux gens d'y aller, il faut y aller si on est un homme politique, même si on risque de ne rien en tirer. Je dirais que c'est plutôt un effet pour, euh, pour, pour éviter d'avoir des problèmes qu'un certain nombre d'hommes politiques ou de responsables syndicaux ou d'hommes d'église y font, parce que le seul fait qu'ils n'y aillent pas a une signification importante. Voilà. Mais c'est quand même absolument sidérant de voir qu'il y a le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les 2 tiers des ministres, des dizaines de députés, etc. Pour un truc quand même qui est purement confessionnel et qui est absolument pas, à mon avis, représentative de la communauté juive en France. Merci beaucoup de votre réponse. Alors sans transition, on aurait aimé avoir quelques mots de votre part sur un candidat qui sera probablement pas au deuxième tour, hein, c'est Jacques Cheminade. Alors là, j'avoue que je ris parce que je me demande comment il a fait pour avoir 500 signatures. C'est c'est absolument incroyable. Bon, alors Jacques Cheminade, bon, c'est quelqu'un auquel je me suis intéressé beaucoup à une époque. Enfin, quand j'étais jeune, je me suis intéressé au Parti ouvrier européen. Donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. D'ailleurs, ça les a amenés à m'attaquer. Et puis le temps passant, en fait, je pense qu'ils ont évolué et qu'il y a un certain nombre de réflexions qu'ils ont sur différents sujets, notamment sur la finance internationale, qui sont assez proches des positions que j'ai actuellement. Mais j'avoue, c'est très difficile parce que on peut dire, bon, il veut coloniser Mars, mais c'est vrai que c'est un ovni en matière de politique. Mais réellement, je me demande comment est-ce qu'il a pu avoir 500 signatures alors que le Parti ouvrier européen n'a pratiquement plus de militants ou plus de membres en France et c'est très curieux. Bon, donc, ce qui prouve que je sais pas qu'on peut finalement se il y a toujours, oui, je lis ressemble réellement à une secte, mais c'est pas, ça ressemble à une secte, mais c'est pas une secte. C'est assez particulier. Moi, j'ai collectionné leur journal Nouvelle Solidarité pendant plus de 20 ans. Ce qu'ils écrivaient dans les années 70 n'a plus rien à voir avec ce qu'ils écrivaient dans les années 80, qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils écrivaient dans les années 90. En fait, c'est l'émanation d'un mouvement monté par Lyndon LaRouche aux États-Unis, qui était un responsable d'une organisation trotskiste, qui met sur son bon le Socialist Workers Party, dans les années 60 et qui a monté sa propre organisation. Ce qu'on peut relever, c'est que ça soit en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne, quand ce parti a été créé, la quasi-totalité des fondateurs euh, étaient des militants trotskistes. Alors qu'en revanche, les adhérents ne l'étaient pas. Donc moi, je m'étais dit, c'est sans doute une manipulation. Bon, j'avoue, j'ai plus d'avis sur la question parce que c'est un parti qui est tellement marginal que je ne le suis plus depuis fort longtemps. Je pense que son score va avoisiner les 0%. C'est surtout ça. Et puis Très par bien. ailleurs, oui, et puis excuse-moi, et puis par ailleurs, je plains réellement là les journalistes qui sont obligés de respecter une stricte égalité durant les débats à la télévision. Et comme on a vu l'autre jour, enfin je sais pas, il y a quelques jours, j'ai regardé pendant 5 minutes, il recevait pendant 1 heure et demie Jacques Cheminade, et au bout de 5 minutes, il savait quoi il ne savait plus quoi lui demander, quoi. Voilà. Mais je pense pas que le fait de passer à la télévision à égalité de temps avec Nicolas Sarkozy ou à François Hollande va lui permettre de réaliser un bon score. Un bon score pour moi,
Ouais, c'est un marginal complet, même si certaines idées sur le site de Nouvelle Solidarité sont pas totalement ridicules ou fausses. Très bien, merci. Alors nous approchons de la fin de cette émission, puisqu'il est 11h moins 10. J'aurais aimé engager, j'espère que mes camarades ne m'en voudront pas, mais je suis sûr que non, engager un peu le Libre TeamSpeak pour conseiller vraiment à tous nos auditeurs de s'abonner à la lettre Faits et Documents. La lettre d'information d'Emmanuel Ratier, c'est, j'ai vérifié, donc 78 euros par mois, par an, 78 euros pour un an, 21 numéros, donc pour une mine d'informations, ça me semble vraiment pas très cher. Donc voilà, on vous conseille vraiment l'abonnement. Et je vais redonner la parole à Mathieu, peut-être pour la conclusion. Oui, enfin, on va vous demander, Emmanuel Ratier, si vous souhaitez ajouter quelque chose en guise de conclusion. Alors, puisque je le voyais dans les questions là qui s'ajoutent, là, les petits dialogues, oui. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller j'ai un site qui s'appelle Faits et Documents, faitsetdocuments.com, et il y a un certain nombre de numéros qui sont mis en ligne. Donc vous pourrez juger relativement de l'intérêt de. Et puis si vous m'envoyez un mail, je vous envoyerai gratuitement évidemment un numéro récent de Faits et Documents. Je vous l'enverrai en PDF, ça sera encore plus simple. Donc je pourrais l'envoyer à tous les gens qui désirent recevoir un numéro. Et par ailleurs, j'ai également un site pour la librairie Facta, donc qui s'appelle librairiefacta.com et qu'on trouve facilement sur internet. On a quand même 1500 livres d'occasion en ligne. Et si vous venez à la librairie, on a à peu près 10 000 livres. euh, à 98% c'est de l'occasion, sauf des éditeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des éditeurs très mal distribués ou boycottés en librairie. Donc on a les livres évidemment d'Hervé Ryssen, de Le Retour aux sources, de, de la critique de la société de l'indistinction de Francis Cousin, des ouvrages de ce type qui sont souvent des ouvrages un peu, les ouvrages d'Anne Kling, c'est des endroits, c'est des livres qu'il est assez difficile de se procurer. Voilà. Oui, c'est une excellente librairie, j'ai eu l'occasion d'y passer déjà. Voilà, bah écoutez, cette conférence, si vous n'avez rien à ajouter d'autre, Emmanuel Ratier, cette conférence du dimanche 8 avril est donc terminée. Nous remercions chaleureusement notre conférencier et également les auditeurs. Et nous donnons rendez-vous dimanche prochain, le 15 avril. Ce sera, si tout se passe bien, Christine Tazin. Bonsoir à tous. Et je voulais vous remercier effectivement parce que et en plus c'est la première fois que je faisais ça. C'était un peu speed parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais c'était pas désagréable. Et je vous souhaite bonne chance.